semaine, nous partons à quelques kilomètres d'Épinal, découvrir le village de Docelles, bien connu pour ses papeteries. Nous partons à la rencontre de 3 des quelques 880 habitants. Johan Collin nous ouvre les portes de son exploitation, la ferme de Demain. En fin d'émission, nous parlerons de champignons, plus précisément des shiitakes avec Marco Demacon. Mais tout de suite, nous débutons cette émission avec vous. Alain Warny, vous êtes le maire de la commune, alors depuis un an maintenant, un peu plus d'1 an. Votre premier mandat, pourquoi? Pourquoi? Mon expérience de 2 années de mandat d'adjoint et puis aussi ma détermination à me mettre au service des habitants de Docelles. Parce que j'ai appris à les connaître et à les aimer et en même temps à connaître ma commune et à apprécier ma commune. Voilà. Justement, cette commune, comment vous la décririez? Très attractive, déjà parce qu'il y a beaucoup de choses. On a une maison médicale, on a une pharmacie, on a un pôle bien-être et santé, on a encore un commerce et bien sûr on a une proximité d'Épinal, proximité de Bruyères, proximité de Gérardmer, proximité de Rombert. Donc on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Docelles? Ça va très bien parce que, bon, je suis peut-être le maire, mais j'ai une équipe derrière moi qui est compétente, déterminée et surtout motivée. Petit bémol peut-être pour l'école, on est devant l'école justement aujourd'hui avec un projet de fermeture de classe, expliquez-nous. Il était déjà prévu pour l'année 2019-2020. La crise du Covid l'a fait reporter. Pourquoi cette fermeture? Parce que forcément c'est un ratio, en grande partie, que le ministère calcule avec l'éducation. Et à ce moment-là, si on n'est plus dans le ratio, on ferme une classe. On n'est pas du tout d'accord sur la façon de procéder. On est dans un monde rural où malheureusement sur Docelles, j'ai des habitants qui vieillissent, où je mettrai en place pour que des habitants nouveaux viennent, notamment des familles avec des enfants, pour pérenniser cette école. Mais il va falloir s'exprimer. Je risque de me battre contre un mur, mais je le ferai quand même avec mon équipe. Donc voilà. On rappelle, 72 enfants seraient scolarisés à la rentrée prochaine. On avait 4 classes, on s'est retrouvé avec 3 classes, avec une organisation qui va être complètement bouleversée pour les enfants. Donc c'est compliqué, ça fait partie un petit peu des projets, en tout cas à très court terme pour la commune. C'est des projets à court terme, ça. Alors il y en a d'autres des projets, notamment les papeteries et une MARPA. Alors expliquez-nous par lequel on commence. Écoutez, la MARPA, c'est une maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie. Donc cette année 2021, ça sera le sujet à développer, l'étude financière. Après 2022, on passera peut-être ou pas en fonction de ce qu'on aura obtenu. Cette MARPA, c'est quand même une maison qui est importante aussi parce que ça permet d'avoir des logements type F1 pour des personnes qui se trouvent toutes seules. Donc ça évite l'isolement. Ça met en sécurité parce qu'il y a un monde médical avec une création quand même de cet emploi. Et également, ça permet d'être chez soi. Donc pour une vingtaine de personnes, c'est ça? Il y aurait 24 personnes. 24 personnes exactement maximum, dans cette MARPA. Donc c'est le projet, donc on suivra ça avec attention. Et l'autre projet, sur un site emblématique ici à Docelles, les papeteries, on ne peut pas passer à côté de ce projet. On ne peut pas passer à côté des papeteries de Nana, forcément. C'est un projet où on va devoir aller chercher de l'économie, de la culture, du patrimoine. Alors tout ça, ça ne va pas se faire avec Docelles et les gens de Docelles. Il y aura forcément des partenaires qui vont nous aider dans tous les domaines, autant financiers, pour pouvoir que derrière, à la fin de ces travaux, je pense fin 2022, on puisse faire vivre ce site. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver sur ce site en projet? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On est à l'étude, parce Bien que sûr. là, il y aura des idées nouvelles avec surtout les porteurs de projets qui seront avec nous pour nous aider. Ça peut être du coworking, c'est un peu à la mode en ce moment, ça peut être de l'hébergement collectif, ça peut être beaucoup de choses. De la culture, oui, culture, et des du patrimoine, des parce choses comme ça. qu'on a des salles qui sont spécifiques. Il y a beaucoup de choses à faire sur Nana. On suivra ce projet-là aussi. Merci Alain pour votre accueil ici à Docelles. Nous poursuivons notre découverte du village à la ferme de Demain. Une envie de changement, de vivre en respectant un équilibre bon pour tous, l'homme, les animaux et les végétaux, c'était le projet de Johan Collin. Il s'est lancé en 2018 et a créé la ferme de Demain. Objectif, cultiver la terre et produire des aliments sains et nourrissants. Johan, merci de nous accueillir ici sur votre site de la ferme de Demain. Alors vous étiez opticien avant, à quel moment vous vous êtes dit je veux changer, je veux vivre autrement et proposer autre chose? C'est peut-être au moment où ma fille est née, ma première fille est née, où j'ai voulu réfléchir à ce que j'allais lui transmettre, quelles valeurs j'allais défendre avec elle. Parce qu'également, c'est peut-être ça vraiment qui a fait le gros changement, c'est que j'ai eu un souci de santé. J'ai une spondylarthrite ankylosante qu'on a décelée il y a 7-8 ans.
Et du coup, ces douleurs au dos ont fait aussi que je me suis renseigné un petit peu sur ma façon de vivre, ma façon de m'alimenter surtout. Donc 2018, vous changez, donc la ferme de Demain naît. La ferme de Demain, justement, son nom a aussi en dit long aussi sur vos ambitions, vos objectifs. Expliquez-nous un petit peu le choix. L'idée, c'est de ne plus être dépendant du pétrole en général et de plein d'intrants, d'être résilient, de maîtriser tout ce qu'on fait et de réfléchir pour établir un équilibre le plus harmonieux possible. Et je pense que c'est la solution justement pour des jours meilleurs pour demain justement. Alors vous parlez d'agroécologie, alors vous n'aimez pas forcément ce terme, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous souhaitez derrière développer ici à la ferme de Demain? Alors c'est pas forcément que j'aime pas ce terme parce que pour moi c'est la seule solution à un changement profond et à une vie meilleure pour tout le monde. Mais par contre, il y a en ce moment une grosse mode sur le bio, l'agroécologie en fait. Et du coup, cette dérive-là me gêne un petit peu. On cherche une certaine autonomie finalement. Oui, totalement. Et c'est pour ça aussi qu'on a une énorme diversité sur le site. C'est qu'on a des animaux. Alors ça peut être, à des moments donnés, je cherche l'équilibre entre diversité et dispersion. Je n'arrive pas à trouver le juste milieu. C'est pas facile de faire de la diversité parce que ça demande d'énormes compétences dans tous les domaines. Justement, on parlait de différentes activités, de diversité. Ici sur le site, donc qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce que vous faites très concrètement? Du maraîchage? Vous occupez des animaux? Pour s'installer, quand on vient hors cadre familial, qu'on n'est pas fils de paysan ou petit-fils de paysan, qu'on n'a pas des terres qu'on nous lègue, c'est difficile d'avoir des terrains. Mais du coup, ce qui était le plus facile pour moi, c'est de travailler sur une petite surface, et le maraîchage, du coup, était presque la seule solution pour réussir à rendre la ferme aussi viable et donc crédible. Et alors, en termes d'animaux, qu'est-ce que vous avez sur le site? Donc, il y a 3 ânes et les moutons d'Ouessant qui étaient déjà là et qui me servent énormément à entretenir le territoire et le terrain. Dans les autres animaux, il y a également tout ce qui est volaille. Donc j'ai un petit atelier de poules pondeuses pour vendre un petit peu d'œufs. Et également des canards, des coureurs indiens qui me sont très utiles, notamment dans le maraîchage, puisque c'est des super mangeurs de limaces. Donc je m'en sers dans les serres, là juste à côté. Voilà. L'utilité est complète, hein. On utilise tout ce qu'on peut. Ouais, on essaye justement. C'est quand même l'avantage aussi de cette ouverture-là au monde par Internet. Je ne suis pas un gros défendeur des écrans, mais pour le coup, dans ce sens-là, c'est quand même super intéressant. On apprend plein de choses et du coup, on peut s'inspirer de beaucoup de choses. Alors une autre activité qui s'est développée alors en parallèle, mais sur le même site, c'est le fournil avec du pain au levain naturel. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé cet arrangement. Du coup, ça s'est fait relativement simplement. C'est qu'on a un couple d'amis, donc Mathieu et Floriane, qui recherchaient aussi une petite ferme pour s'installer. Mathieu est de formation paysan boulanger, c'est pareil, c'est un nouveau métier qui émerge. Super intéressant et ils n'arrivaient pas à trouver de terre dans le secteur et puis du coup nous qui avions envie aussi d'une certaine coopération avec les enfants, avec les gens autour de nous, les voisins, donc du coup voilà, l'idée c'est de créer un mini écolieu et donc on a accueilli Mathieu et Floriane dans ce sens là et puis aussi pour compléter la gamme de produits proposés sur la ferme, ce qui paraissait aussi cohérent. Et donc Mathieu est en train dans sa maison du coup de créer un fournil. Le fournil est déjà opérationnel d'ailleurs et c'est super intéressant. Ça permet de proposer une offre plus complète puisque vous vendez vos produits donc sur la ferme. Comment ça se passe justement pour venir découvrir vos produits? On vend nos produits le samedi matin de 10h à midi à la ferme. Pour moi, pour les légumes, il y a une période qui est un peu plus courte quand même. C'est du mois de mai au mois de décembre. Pour Mathieu, c'est quasiment toute l'année maintenant. On a la chance aussi d'accueillir du coup des amis producteurs locaux qui viennent également nous rejoindre maintenant de plus en plus. Et donc du coup on se retrouve tous ensemble pour faire un petit marché voilà, exactement. Si les personnes veulent aussi découvrir la ferme et votre manière de fonctionner, c'est possible aussi de venir à votre rencontre? L'idée c'est de mettre en place par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, je pense. J'ai quand même la chance d'avoir pas mal de stagiaires qui viennent maintenant sur la ferme et du coup on va essayer de mettre en place ça à partir du mois de mai et puis de cadrer ça avec quelqu'un qui vient d'un BTS par exemple et qui vient en stage chez nous. Affaire à suivre. Alors merci Johan pour votre accueil ici à la ferme de Demain. Nous partons à la rencontre de notre dernier invité, découvrir la production de shiitake. Il s'est lancé il y a maintenant 5 ans. Marco de Mâcon propose chaque année plusieurs milliers de shiitake. Ce champignon originaire d'Asie pousse sur des bûches de chêne en intérieur. Découverte de cette culture particulière et des vertus de ce champignon considéré comme un symbole de longévité dans les pays asiatiques. Marco, merci de nous accueillir ici dans une champignonnière. Vous produisez vos shiitake, je le disais, depuis maintenant 5 ans, presque 5 ans. Alors avant de parler de cette production et de la manière dont vous le faites, expliquez-nous comment vous vous êtes intéressé au shiitake il y a
pas mal d'années maintenant. Je me suis intéressé au shiitake il y a 25 ans. C'est un projet que j'avais gardé au fond de ma tête. J'ai fait d'autres métiers, j'ai travaillé en laboratoire alimentaire, j'étais chef d'entreprise dans une fabrication de meubles et cuisine haut de gamme. Et après l'incendie de mon entreprise, je me suis dit c'est le moment de me lancer, voilà. Pourquoi le shiitake? Alors le shiitake, parce que c'est quand même un champignon extraordinaire. C'est un champignon qui est vraiment très très bon à la consommation et également médicinal. C'est un champignon qu'on trouve rarement en Europe, très développé aux États-Unis, Canada et en Asie, mais en Europe très très peu de producteurs dans la vraie méthode, dans la méthode traditionnelle japonaise, c'est-à-dire sur bûche de bois. On en parlera tout à l'heure, hein. Vous dites très peu de producteurs. En France, vous n'êtes que deux, On est deux sur cette méthode traditionnelle. La demande est très importante aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à suivre? Alors, bon, c'est vrai que cette année a été un peu particulière. Vous travaillez beaucoup avec les restaurants. Moi, je travaille beaucoup avec la restauration. Ça représente 90% des ventes. Donc aujourd'hui, avec les restaurants fermés, les traiteurs qui ne tournent pas, c'est une année 2020 catastrophique. On a déjà les 3 mois de l'année 2021 qui sont passés, qui sont dans le même état. Espérons que ce problème va se résoudre rapidement. Parce qu'habituellement, sur une année normale, vous êtes à flux tendu? Oui, tout à fait. Moi, je produis 1 tonne de champignons à l'année et je suis vraiment à flux hyper tendu, on va dire. Alors, vous aviez l'objectif de vous agrandir dans un premier temps en extérieur, puis finalement en intérieur. Où en est ce projet actuellement? Alors, au niveau de l'extérieur, au niveau forêt, c'est une catastrophe, hein, à cause des tiques, des chenilles, des vols. On a du mal à trouver une forêt. Au niveau terrain agricole, alors là, c'est encore pire. Là, j'ai vraiment laissé tomber. Donc je cherche un bâtiment assez important, hein, en surface. J'ai visité quelques bâtiments mais qui ne conviennent pas dans les Vosges. J'en ai visité d'autres sur Metz, Longwy, Toul. Là ça convient, mais c'est 2 heures de route le matin, 2 heures de route l'après-midi. Alors quand vous parlez d'un bâtiment important, en termes de surface, ça représenterait quoi? Ça représenterait à peu près 20 000 m². Donc c'est déjà très conséquent. Et alors combien de salariés vous envisagez de pouvoir employer si vous trouvez ce bâtiment, bien sûr? Alors c'est vrai que si je trouve un bâtiment pour m'agrandir, aujourd'hui j'ai 10 000 bûches, j'en prévois à peu près 400 000. Donc 40 fois ce que j'ai aujourd'hui, ce qui représente à peu près 50 salariés. Donc c'est économiquement très intéressant aussi pour le territoire. Tout à fait, oui, oui. Surtout dans les Vosges où on voit beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Donc si on veut relancer l'économie, il faudrait peut-être aider ceux qui ont des projets. Un coup de pouce ne serait pas de refus. Voilà. Alors le shiitake pousse donc sur des bûches de chêne, donc ça c'est la méthode traditionnelle japonaise. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Le bois est choisi, j'imagine. Voilà, le bois est choisi sur pied, donc abattu en hiver, toujours hors sève. Ensuite l'inoculation se fait donc au printemps et ça reste en incubation pendant 1 année. Après l'incubation c'est le développement du mycélium à l'intérieur de la bûche. Après l'incubation, on les met en place, mais il faut qu'ils s'acclimatent à la lumière. Parce que l'incubation était dans le noir. Donc il y a une acclimatation à la lumière pendant encore 1 an. Donc il faut compter 2 ans avant que les champignons sortent. Par la suite, la bûche va fonctionner pendant 6 ans à peu près. Et ça pousse de mi-avril jusqu'à fin octobre. Voilà, après ces 6 années, on change les bûches, ouais, tout à fait, ouais. Plus bonnes pour être utilisées? Non, les bûches sont épuisées en minéraux. Donc le champignon n'a plus rien pour se nourrir. Et je le disais tout à l'heure, il est très utilisé dans les pays asiatiques, hein, principalement. En Europe, ça vient tout doucement. On commence à l'utiliser de plus en plus. Quelles sont ses vertus? Alors, les vertus du shiitake sont assez larges. Donc, au départ, l'augmentation de la défense immunitaire. Donc aujourd'hui, ça c'est important. C'est un antiviral et un antibactérien également. Ça baisse le mauvais cholestérol. Ça apporte des minéraux où on est tous en carence, comme le sélénium, qui est le minéral des sportifs. Comment vous conseillerez de le consommer alors? Alors c'est très facile, le shiitake on le consomme comme du cèpe, comme de la girole, directement à la poêle. On peut faire de l'omelette, on peut mettre des épices avec, on peut mettre ça au four dans une sauce, on peut les mettre dans une soupe. Alors vous les proposez tout au long de l'année puisque vous les proposez donc frais pendant la période de pousse bien évidemment. Mais après on peut aussi encore en consommer le reste de l'année en bocaux, expliquez-nous, séchés. Oui, on peut les consommer frais, je les transforme en bocaux, donc du bocal sans sel. Sans conservateur. Donc c'est vraiment un champignon naturel qui se retrouve dans le bocal. Je les fais également sécher, en poudre et en fleurs de sel aromatisées au shiitake. Est-ce qu'on peut venir visiter votre champignonnière? Oui, tout à fait. Hein. J'accepte toutes les visites. Les visites sont gratuites. Il faut juste m'appeler, me contacter pour me dire voilà, à quel moment ils veulent venir découvrir. Découvrir l'envers du décor du shiitake. Merci Marco de Mâcon de nous avoir accueillis en tout cas. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.